liking money. Can you hear me now? My enemies are watching my meal. I need faith now. I'm liking money. I'm a soul from the Congo. When I walk, the world trembles. I'm liking money. Can you hear me now? I am the return of the queen. Yeah, yeah. Wele, wele. Où c'est différent? Wele, wele. Où c'est différent? Wele, wele. Où c'est différent? Money, oh. Wele, wele, où c'est différent? Où sorti en majesty? Il est fait. Clocha, y'a nous y'a manja pour mander. Quand on a nous, c'est yo qui mène mende. Nous paie pas paix, nous paie pas paix. Qualité pour manifester la paix. Living proof, nous c'est rescapé. Tamou, petit yo ça. Ennemi ni vient mani. Nous vini mais les choux et tani. Mais nous kakebe imani. Et ça qui est tiré pour la vie. Les ancêtres cabot nos consciousness. Priez yo pour nous pas prier en madness. Oh, cha cha, keep us fearless. Oh, ah, for moi, soleil bobo. Congo, ah, dada. Où c'est différent? Wele, wele. Où c'est différent? Wele, wele. Où c'est différent? Money, oh. Money, oh. Money, oh. Bonjour chers amis de Culture Business, chers amis de Canal 10, très heureux de vous retrouver, Patrice Jean pour vous servir pour une nouvelle émission après 2 semaines je crois d'interruption, eu égard au carnaval, carnaval oblige, voilà, nous avons respecté cette tradition et on vous a laissé, voilà, on vous a laissé profiter, recharger vos batteries, décharger surtout, parce qu'on dit que le carnaval c'est surtout fait pour vous permettre d'évacuer votre stress, dit-on. Parce qu'apparemment, les Guadeloupéens sont très stressés, n'est-ce pas? Ça parle pas pour moi. Ils sont stressés, donc on fait... Voilà. Donc on a laissé cette période se faire. Oui, oui, non, c'est une période qui est utile. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'angle économique, puisque nous avons fait en entame de carnaval une émission sur l'économie du carnaval pour bien montrer les évolutions dans le temps et s'assurer qu'aujourd'hui, là, on est sûr, il y a une vraie économie du carnaval. On attend. On n'est pas encore prêt à parler, de sortir du mot économie du carnaval vers une industrie du carnaval. C'est ce qu'on aimerait qu'on approche bientôt. Corian, ça va? Ah ben écoute Patrice, comme le 3e samedi consécutif. Tu as emmené ton cahier aujourd'hui? Oui, là t'as vu, j'ai emmené mon cahier. Tu as bossé beaucoup. Parce que, exactement, il y a des notes et du coup, mais écoute, ça va. Et j'espère que toi aussi, que nos invités, que tout le monde, que les téléspectateurs vont bien. Mais je pense que comme ils regardent Culture Business et qu'on est à Culture Business, tout le monde est censé être bien. Un vrai sujet aujourd'hui qu'on va traiter, l'eau et l'assainissement. En préambule, j'aimerais vous dire que ce sujet-là, on va l'aborder sur un autre angle. Hein, parce que très souvent, quand on parle de ça, les gens s'imaginent, voilà, ça va tirer dans tous les sens, on va nommer un tel, les responsabilités. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On pense que d'autres le font assez bien et qu'on ne va pas ajouter de la polémique à la polémique. Toutefois, fidèle à mes habitudes, je vais dire quelque chose quand même. On ne peut pas ne pas critiquer puisqu'on dit que la critique est constructive. Donc, moi, je pense que sur cette question de l'eau et l'assainissement, on dit, les expertises depuis l'époque de l'LKP, on parlait de 1 milliard. 1 milliard, c'est énorme, pour arriver à une situation qui soit saine en termes de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. 1 milliard, où les trouver quand des entités se renvoient la balle. Les responsabilités, on a de la peine à les trouver, à les nommer,
à les porter en justice aussi, puisque je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait à un certain moment un délit de mauvaise gestion. Parce que quand on induit toute une population dans une problématique, il y a des responsabilités parce qu'il y a des conséquences sur les actes. Voilà, les choses étant dites, nous allons analyser un autre plan. On va se dire, en attendant ces 1 milliard, que faisons-nous? Et avec ça, nous avons des professionnels qui vont justement de la problématique, qui vont nous parler de leur quotidien, qui vont nous dire ce qu'ils apportent, quelles contributions ils portent à ce pays et dans leurs compétences respectives. Ensuite, nous allons faire connaissance avec M. Dakalor, qui est là, qui est un artiste, infographiste, avec qui nous allons découvrir un peu son univers avec Corian. Alors, la musique qu'on a entendue au départ, vous connaissez, hein, elle est habituée de notre émission. C'est une jeune qui s'appelle Tamou Mazama. Je précise qu'elle a 19 ans et vous avez vu la proposition. Là, c'est un deuxième morceau qu'on a tenu à mettre en avant, même si nous sommes sur une émission économique. Mais quand les choses sont bien faites, on aime bien le souligner, même si ce n'est pas notre registre. Donc, alors, Tamou, elle est du côté de l'Afrique aujourd'hui. Donc, on lui souhaite une bonne réussite pour ce nouvel opus. Donc, c'est à voir, c'est sur YouTube. Ça s'appelle Imani. Donc, elle est en featuring avec un autre chanteur de Guadeloupe qui s'appelle Bled Mikey. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Franchement, l'univers est agréable, c'est de belles images. Voilà, elle nous a habitués à ça. Voilà. C'est une chanteuse guadeloupéenne. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Alphonse Aimé, comment tu vas? Très bien. Ça va, tranquille? Depuis 2 semaines, donc j'ai eu le temps de me reposer, de bien me préparer pour être là aujourd'hui. Carnaval, ça a été? Plutôt calme pour moi le carnaval. J'ai regardé. D'accord. D'accord, très bien. Ok, on va présenter nos invités. Monsieur Dumont-René, vous êtes directeur du groupe Kali Ali, c'est ça? Kali Ali? Alors, je suis directeur des activités pour la Guadeloupe du groupe Kayali. Kayali, d'accord. Et aussi directeur de Procap. Voilà, notamment. Parce voilà. que le groupe Kayali représente plusieurs sociétés industrielles et de services. Et sur la Guadeloupe, on a 3 sociétés industrielles. On fait de la production locale sur un gros site de production rue de la Chapelle à Jarry. Notamment Procap. C'est pour cette société que je suis là ce matin. Très bien. On va parler de tout ça aujourd'hui avec vous. On aura quelques documents qui vont circuler aussi tout à l'heure avec Jordan. Monsieur Boyka Jean-Claude. Alors, comment ça va? Bonjour. Alors, c'est l'entreprise Pro Service Caraïbes. C'est ça, tout à fait. Des professionnels au service de la Caraïbe. Nous sommes dans des domaines relativement variés qui intéressent notre sujet aujourd'hui, qui est effectivement les citernes, anti-coupure d'eau, les citernes d'eau de pluie. Nous les installons, nous les entretenons et nous sommes sur un domaine qui est celui de l'assainissement. Donc effectivement, nous installons tout ce qui est système d'assainissement, surtout de la Guadeloupe et les archipels aux alentours. Très bien, très très bien. Voilà, on reviendra vers M. Dakalor en fin d'émission, mais c'est une émission interactive, n'hésite pas, hein, si tu as des questions, tu es chez toi, d'accord? Voilà. Ok, maintenant que le décor est planté, alors moi vous abordez cette problématique, vous avez entendu mon éditorial, vous sentez, comment dire, avec une charge particulière, puisqu'il y a un très 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 gros problème à résoudre. Comment vous vous sentez en tant que professionnel déjà? Alors, le groupe Kayali est complètement dans la problématique de l'eau, parce qu'on est dans le traitement de l'eau, des eaux usées avec Cotramassison, et Procap qui fabrique localement. Les gens ne savent peut-être pas, mais l'ensemble des citernes que nous voyons s'installer partout sur la Guadeloupe sont fabriquées localement. Procap fabrique des citernes, 2 types de citernes. Citernes pour les récupérations d'eau de pluie, pour l'usage extérieur et les toilettes s'il faut, et les citernes ACS, attestation de conformité sanitaire, qui permet de pallier aux coupures d'eau lorsqu'il y a des coupures d'eau sur les communes. Et ça, tout ça, encore une fois, c'est fabriqué localement sur rue de la Chapelle. Et nous avons une deuxième activité chez Procap, qui est la fabrication aussi, peut-être que les gens ne le savent pas, mais les systèmes d'assainissement, filtres coco, copeaux de coco et fosses septiques sont fabriqués en Guadeloupe, rue de la Chapelle, sur notre site de production. Filtre de coco. Filtre à copeaux de coco, oui. La matière première est... Alors, il y a une enveloppe en polyéthylène
et il y a une barrière physique en copeaux de coco pour filtrer l'eau une fois que cette eau est décantée d'abord par la fosse septique. Mais la matière première, vous la prenez ici même? Non, pour l'instant, non. Il y a des études pour trouver ce qu'on appelle le sourcing. Mais il faut une certaine qualité de coco et surtout une production et il faut des grandes étendues. Des grandes étendues pour arriver à faire... Plus que ce que nous produisons aujourd'hui, il y a un véritable marché. Oui, mais ça ne suffit pas. Alors, parfois ça suffit, mais comme il n'est pas constant, c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais on est dessus, parce que nous, le fabricant des filtres coco, c'est sûr que l'idéal, ça serait de pouvoir avoir la source de la matière première, de notre barrière physique qui aide à traiter l'eau usée sur place, bien sûr. Bon, alors vous ne nous connaissez pas encore, mais nous, on aime bien fouiner, d'accord? Parce que non, déjà, en fait, c'est-à-dire que, vous voyez, en fait, on est sur des évidences. On est dans un pays où notre jeunesse est au chômage. Un jeune sur 6, je crois, est au chômage. Et en fait, il y a une filière qui est en place sur le coco. Il y a un vrai marché, une vraie demande. Maintenant, il y a des petites bouteilles de coco à 4,50 €. Ça veut dire que... Et là, il y a des problématiques environnementales, puisque cette denrée se retrouve dans la nature à nous emmener la dengue et compagnie. Donc ça veut dire qu'il y a une corrélation naturelle à faire entre vous, qui cherchez cette matière, et ce marché énorme. Donc on va appeler de nos voeux un Fonséméen qui est ce lien, qui est peut-être une fédération des artisans du coco, et qu'on puisse faire en sorte qu'on vous fournisse cette matière première-là, parce que ça va créer de l'emploi, ça va créer... D'autant plus que ça va diminuer ses coûts de production, du coup, si c'est sur place. Puis c'est encore une fois, si on trouve la matière première sur place, comme vous le dites, les coûts de production, du producteur au consommateur, c'est les circuits courts, ce qu'on appelle les circuits courts. Tout ça, c'est à l'avantage de tout le monde. Donnez-nous une précision, monsieur. Quelle qualité de coco dont vous avez besoin? C'est une coco au début verte qu'on va faire sécher et qui ensuite va être coupée en petits copeaux de coco d'une section bien précise avec une densité bien précise. Donc c'est pour ça, c'est pas que propre à la Guadeloupe, on ne trouve pas le sourcing, hein, c'est sur les Caraïbes, on n'y arrive pas pour l'instant. D'accord. Donc c'est un gros challenge. Mais il faut aussi que ceci, on doit... En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien qu'on comprenne que l'économie circulaire aussi, nous sommes sur une île, et qu'à partir du moment qu'on comprend que c'est une problématique au niveau environnemental qui pose énormément de problèmes sur les questions, tout ce qui est pour aller chercher les cocos dans ces messieurs-là qui sont des gentils, qui aiment leur pays, qui jettent des camions de coco un peu partout, ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes. Voilà. Donc la question que je vous ai posée au début, est-ce que vous avez, cette entreprise est venue s'implanter en Guadeloupe, eu égard à la problématique qu'il y avait, ou non. Voilà. Alors, non, c'est pas une opportunité, c'est pas un... Mais il n'y a rien contre ça. Hein, non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Mais c'est pas une opportunité. Le groupe KLI existe depuis plus de 30 ans. Procap en Guadeloupe existe depuis plus de 20 ans. On a commencé à faire des citernes pour la récupération d'eau de pluie, etc., et des systèmes d'assainissement depuis plus de 15 à 20 ans. Donc on n'a pas attendu d'avoir le marché de l'eau de la citerne aujourd'hui, qui est un marché soutenu, c'est vrai, dû égard aux coupures d'eau qu'on a. Mais cette idée, M. Patrick Lannes, le PDG du groupe Kayali, l'a eu il y a plus de 20 ans. De faire les fosses septiques se faisaient en béton à une époque, et les citernes se faisaient en béton. Et lui, il y a une vingtaine d'années, a eu l'idée de faire ça en polyéthylène haute densité, et par une technique qu'on appelle le rotomoulage. Et on a fait la première unité de production de rotomoulage. Qu'est-ce que c'est que le rotomoulage? Le rotomoulage, c'est un système où on met des moules qui ont la forme de la pièce du produit fini sur des machines, et avec de la matière première qu'on fait venir, et on fait la fabrication de citernes, etc. Et ça, on le fait depuis maintenant 20 ans. Donc encore une fois, on n'est pas des opportunistes, même si le mot n'est pas du tout vulgaire, c'est pas un gros mot. C'est pas du tout un gros mot, mais on peut plutôt dire que le groupe Kayali et Procap, le président et ses associés étaient plutôt visionnaires. Très bien. On va plutôt dire ça. Combien de tonnes, enfin du moins de kilos peut-être de matière première, c'est-à-dire le coco,
que vous avez besoin pour produire un de vos produits? Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner un chiffre exact, mais dans un filtre coco, on a à peu près 200 kilos de coco et on en fait quelques centaines par an. Donc, il y a une quantité importante. C'est quelque chose qui est important. Non, mais on va espérer. Corien va suivre ça. Attention. Il va suivre ça. Parce que même si c'est une partie qu'on arrive à fournir, ça va déjà permettre de voilà. Bien sûr. Ça créera un nouveau marché. Puis encore une fois, c'est comme vous dites, c'est l'économie circulaire, c'est un produit local, c'est une production que nous avons locale. Il faut savoir que sur le site de production de La Chapelle, il y a une trentaine de salariés. La plupart ont une trentaine d'années. On a embauché énormément de jeunes, on parlait du chômage des jeunes. On a embauché beaucoup de jeunes. On les a formés aux techniques du rotomoulage ou de l'extrusion, etc. Ils ont aujourd'hui des vrais métiers dans les mains. Ils peuvent voyager avec ce métier. On va essayer qu'ils restent ici. Voilà. Non, mais c'est important. On a besoin de ces jeunes-là. Pour nous, c'est important de le dire. La production locale dégage des savoir-faire faits pour les jeunes qui est important. Ce sont des vrais métiers de techniciens. Avant de donner la parole à Jean-Claude, on va parler de qui vous sollicite. Est-ce que ce sont des institutions, des entreprises ou des particuliers et sous quel volume à peu près? Alors, on a une stratégie, une politique commerciale qui fait qu'on produit, parce qu'on est des industriels. Voilà. Notre métier, c'est l'industrie, c'est-à-dire on produit, on développe des produits, on assure le SAV, on forme nos équipes de réseau commercial. On ne vend pas directement aux particuliers. On vend au réseau et eux vont vendre aux particuliers, etc. Et on travaille en partenariat avec l'Office de l'eau, le syndicat mixte, etc. pour nous faire connaître et pour... Je vais reposer ma question alors. Différemment. Allez-y. Pour quel public, quelle finalité, puisque c'est la bonne Jean-Claude qui vient prendre vos produits pour aller les emmener chez les clients finaux, pour quels produits vous produisez en majorité? Est-ce que c'est pour de grandes structures ou... Non, c'est pour aujourd'hui. Ouais. C'est clair que la fabrication de citernes est très orientée pour la maison individuelle. Voilà. C'est très important. Et l'assainissement, le filtre coco, est très orienté pour la maison individuelle aussi. D'accord. Voilà. Okay. Je pense que 50% des eaux traitées dans les maisons sont faites avec nos produits. D'accord, c'est important de savoir. Alors, concernant les nouvelles normes aussi, je vais me retourner vers Jean-Claude. Sur les nouvelles maisons aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent se construire sans assainissement, sans système? Est-ce que voilà? Non, puisque si vous voulez aujourd'hui, très peu de communes sont équipées d'égouts pour traiter l'eau usée, donc la plupart des clients sont obligés de mettre un système d'assainissement. Et bien sûr, on est obligé de respecter les normes qui sont en cours aujourd'hui. Avant, on mettait une cuve en terre, on s'en occupait pas du tout. Zéro entretien. La plupart de mes clients me disent « mais ma fosse est sous terre depuis 20 ans, elle ne me pose aucun problème ». Et je profite pour dire aux Guadeloupéens que quand une fosse est depuis 20 ans sous terre, c'est que si vous ne la vidangez pas tous les 8 ans, elle est déjà fissurée parce que la fosse reçoit par jour et par personne 150 litres d'eau. Et par décantation, les matières lourdes vont au fond et l'eau, elle remonte. Et à partir du moment que la nature est tellement bien faite qu'à l'intérieur de cette fosse, il y a des micro-organismes qui vont transformer en boue les matières lourdes, à partir du moment que la fosse est remplie de boue, il faut que ça sorte de quelque part. Et ça finit par sortir où? Eh bien, dans la nappe phréatique, sur nos plages, un peu partout. Et je rappelle aux Guadeloupéens que l'eau que nous buvons vient de notre nappe phréatique. Après avoir subi tout type de pollution, je les encourage tous les jours à faire un diagnostic de leur système. On n'est plus dans la démarche de vendre pour vendre, donc on se déplace chez les clients pour avant tout les conseiller sur leur système actuel, car la plupart des systèmes ne sont pas équipés de système de drain. Ce qu'on appelle le drain, c'est qu'à un moment, l'eau remonte, elle va passer dans un réseau de tuyaux sur un lit de gravier pour pouvoir s'infiltrer dans le sol. Et c'est là que le système est très ingénieux pour Procap, parce qu'avant que cette eau soit rejetée, ils ont créé ce système naturel de pré-filtre qui va filtrer cette eau encore une fois
avant de passer dans le drain. Donc c'est une sécurité supplémentaire et c'est pour ça que c'est un produit que nous utilisons beaucoup. Il faut le maîtriser parce que c'est de l'installation technique. Comment ça se faisait avant? Comment ça se faisait avant? Eh bien voilà, je vais vous le dire. Nous étions à l'époque déjà 200 000 en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une fosse en béton. À côté, on faisait un puisard. On mettait du tuf et du charbon dedans et on pensait qu'effectivement que c'était un système de filtration avant que ça arrive à la nappe phréatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, on est 400 000. Et que tout cette, on peut le dire, ce sont des excréments, ce sont des eaux qui sont chargées en produits chimiques. Et tout cela a fini par passer tous les strates de couches de terre et arriver dans l'eau. Donc du coup, maintenant, on est obligé de chlorer l'eau un maximum. Et vous avez bien vu, vous êtes au courant qu'à Baïf, à des endroits, on remonte dans les robinets des excréments. Ce n'est qu'un début. Et il n'y a pas que ces excréments. Il y a tous ces agents actifs, parce que la plupart du temps, que faisaient nos parents? Ils envoyaient dans ces puisards, effectivement, que tout ce qui venait des WC, et tout ce qui sortait de la cuisine, liquide, vaisselle, compagnie, bien chargé en produits dangereux, allait où? Dans la terre. Oui. Donc aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas culpabiliser le Guadeloupéen parce que ce n'est pas évident. C'est des coûts très importants. Et même dans les maisons neuves, actuellement, on sous-estime l'assainissement. Vous arrivez sur des projets où le client a fait une maison de 300 000 €, et dans sa tête, il se dit, bah, la fosse coûte 6 000 €. Il n'a jamais été se renseigner, ou il a juste été prendre le prix d'une fosse. Mais à côté de ça, il y a toute une mise en œuvre. Pour vous citer un exemple, dans une fosse septique, nous allons venir mettre 15 à 20 tonnes de sable. Le client, avant, il faisait un trou, il mettait sa fosse. Pourquoi on met 20 tonnes de sable? C'est parce que cette fosse, pendant toute sa vie, va vivre sous terre, elle va bouger. Et pour lui permettre d'absorber ce qu'on appelle les mouvements sismiques, il faut bien l'ensabler, sinon au bout de 2 ou 3 ans, elle se casse. C'est pour ça que c'est un métier qui s'est professionnalisé. Nous sommes suivis et soutenus par notre fabricant parce qu'on a régulièrement sur place des formations sur les évolutions et eux-mêmes aussi contrôlent notre travail. Parce que quand nous avons installé une fosse, ils viennent sur place constater comment la fosse a été installée pour donner au client sa garantie constructeur de 10 ans. Donc elle est bien installée. Pour vous proposer un contrat d'entretien, parce qu'une fosse, c'est comme une voiture, ça s'entretient. C'est pas parce qu'on ne voit pas la fosse sous terre qu'on ne l'entretient pas. Monsieur Boyka, c'est très intéressant ce que vous dites et c'est très pédagogique. Mais à quel moment l'information arrive au particulier? Quelle est la communication? Comment ça se passe? C'est bien. Alors, l'information, ça se passe à partir du moment qu'on est sollicité. Parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, comme a dit tout à l'heure M. Jean, il y a déjà un fonctionnement qui s'est mis en place. La fosse septique, on ne s'en est jamais occupé parce qu'on ne la voit pas. Donc, en fait, il y a très peu d'informations. Et c'est pour ça que je vous remercie aujourd'hui, parce que c'est une émission qui est intéressante. Vous nous donnez la parole pour qu'on puisse parler de tout cela. J'ai encore une autre question. Je vous en prie. Quelle est votre relation avec les constructeurs? Ma relation, si vous voulez... Mais vous, votre organisme, hein, je parle, pas vous personnellement. Notre société, Proservice Caraïbes. Et moi, personnellement, si, parce que je suis engagé, parce que c'est quelque chose, je suis une génération où l'environnement me touche particulièrement. Je suis un Guadeloupéen, je suis effrayé de voir que c'est qu'une île magnifique comme ça, et aussi, entre guillemets, aussi sale. Il faut avoir peur de le dire, à tous les niveaux, des décharges sauvages partout. Alors, vous me demandez quelle est mon implication avec les fabricants. Oui. Ben, je m'investis et je suis à l'écoute des nouveaux produits. Je suis à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent apporter pour que je puisse, moi, le transmettre à mes clients. Donc, c'est... Alors, je vais poser peut-être différemment ma question. Oui. Est-ce que, au moins une fois par année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, vous avez une mise en commun des connaissances, de vos connaissances? C'est ça qu'elle veut dire. Est-ce qu'il y a un échange? C'est même pas une fois par année. Enfin, je vous dis une fois par année, je connais pas le secteur. Je vais répondre. Hein, ils sont juste à côté de nous. Donc, cela veut dire que c'est tous les 2 mois. C'est régulièrement. Nos commerciaux sont formés chez eux. Et moi-même, ils ont des collaborateurs. Alors, je ne parlais pas du fabricant des citernes. Hein? Non, d'assainissement, on parle. Le système d'assainissement. Ce que je peux dire, c'est que nous, Procap, qui fabriquons des systèmes d'assainissement, nous rencontrons les architectes en amont sur leur projet. On fait de la prescription avec les architectes, les bureaux d'études. On va nous aussi voir les constructeurs de maisons. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore beaucoup de systèmes d'assainissement qui viennent de l'extérieur, ce que j'appelle des produits exotiques, qui ne fonctionnent pas très bien, qui pourraient fonctionner pas trop mal s'ils étaient entretenus,
Le problème, c'est qu'il y a, je vais le dire, il y a quand même parfois de l'abus de confiance vers le particulier, quand certains installateurs de systèmes exotiques ne disent même pas aux propriétaires de la maison que son système doit être entretenu. Parce que certains systèmes sont très chers à l'entretien. Le filtre coco, c'est un entretien tous les 2 ans. Et c'est nous qui le faisons. On n'a pas un filtre coco qui sort de notre entreprise sans qu'il soit identifié là où il va aller, pour qu'on puisse les entretenir. On ne veut pas avoir de système d'assainissement non entretenu. Et c'est un des problèmes et un des enjeux de l'assainissement non collectif en Guadeloupe, c'est d'avoir des systèmes entretenus comme le demande le fabricant, la charte du fabricant, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, l'assainissement non collectif, c'est quand même un enjeu sanitaire et environnemental. Sanitaire, parce que si vous ne traitez pas vos eaux usées correctement, l'ensemble de ces eaux qui sont chargées en bactéries et tout vont se retrouver dans le milieu naturel. Vous allez polluer, comme l'a dit M. Becas, les nappes phréatiques, etc. Et il y a un problème donc environnemental et sanitaire. Et il faut combattre tous ces produits, je n'ai pas peur de le dire, tous ces produits exotiques qui arrivent sur notre île, notre pays. Alors, juste une chose, avant de donner la parole à Corien, avant on mettait des fosses septiques sous les maisons. Comment on faisait l'entretien? Il n'y avait pas d'entretien. Il n'y avait pas d'entretien. Monsieur Bouékas, en fait, ce que vous dites, c'est super intéressant, comme le disait France Aimé. Et quoique je pense que je n'avais même pas cette information. Par contre, je pense qu'il faut absolument communiquer plus cette information aux Guadeloupéens avec un système de communication plus organisé, je pense. Et ça, c'est mon regard professionnel de la com qui le dit. Mais la question que j'ai, c'est de savoir, est-ce que selon vous, est-ce que vous conseillerez aux Guadeloupéens, en lumière de ce que vous venez de dire par rapport aux nappes phréatiques, de boire, les rares fois où ils ont de l'eau dans leur robinet, de boire l'eau du robinet? C'est une bonne question. En fait, vous avez vu les scandales qui arrivent aujourd'hui. On ne peut pas dire que... Moi, personnellement, à la maison, je la bois. Je la bois parce que, premièrement, j'ai mis un système de filtration performant. J'ai mis une lampe ultraviolet pour détruire les bactéries. Et que je sais que de toute façon, et je vais le dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être encore aller plus loin sur le traitement de cette eau pour les particuliers. Mais de l'autre côté, les eaux qui sont aujourd'hui en bouteille, c'est pas moi qui le dis, les scandales sont là. Donc, je ne vais pas non plus, parce qu'il y a des Guadeloupéens qui vivent de ce système-là. Mais moi, en tout cas, je la bois. Je la bois parce que je pense que ce n'est pas une eau qui stagne. Je pense que quand je la fais contrôler après les systèmes de filtration que j'ai mis et lampe ultraviolet, elle reste potable. J'ai mis aussi un système d'adoucisseur avec des membranes très puissants pour enlever le chlordécone. Et je la bois, mon eau. Tout ça, ça a un coût. Vous la traitez. Tout ça, on va partir du côté de la pub. Gardez tout ça, on reviendra tout à l'heure. On part pour une page de pub et on revient. Voilà, nous revoilà après cette page de publicité. Vous êtes sur Canal 10. Vous avez bien choisi apparemment. Et vous êtes sur Culture Business. On parle de l'eau et de l'assainissement. Grande question. Les gens déjà se tripent en plateau. C'est compliqué. Voilà. Bon, je rigole. Bon, alors on parlait en off justement de cette question de communication qu'avait souligné Corien, de cette importance, cet impératif, on doit dire, parce que on rappelait que la relation avec l'assainissement n'est pas quelque chose d'inné. C'est un élément de la maison qui arrive au démarrage de la maison, où ni les enfants ne sont pas impliqués, la famille, c'est très souvent celui qui construit qui est impliqué, et encore, puisque c'est une tâche qui est reléguée au prestataire. Alors, tu fais ma maison, c'est lui qui va gérer. Mais il n'y a pas de relation de fait avec cet assainissement. C'est aujourd'hui avec les conséquences. Comme on est dans les conséquences, on est là aujourd'hui et il faut agir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement, on a parlé de l'Office de l'eau et qu'on souhaiterait que l'Office de l'eau fasse une campagne beaucoup plus importante sur la question de la communication sur ces problématiques. Mais donc, est-ce qu'on est rassuré en disant que quelqu'un qui construit une maison aujourd'hui ne passe pas à côté de ses équipements? Et question de quelqu'un qui construit une entreprise, une institution qui est bâtie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ça, c'est un acquis? Oui. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous déposez votre permis de construire, vous devez absolument déposer le choix sur votre système d'assainissement.
Et en plus de ce choix-là, vous devez faire ce qu'on appelle une étude de sol, qui va dire quel type de sol que vous avez là et quel type de rejet que vous allez pouvoir mettre, quelle sera la longueur du drain et tout ça. Et ce sont ces paramètres-là qui sont faits. Et une fois que c'est installé, vous avez la SMEAG qui va venir sur place, après vous délivrer un certificat, une attestation de conformité de l'installation possible. Et cela, ça fonctionne bien. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Les inspecteurs sont là, ils se battent, ils sont en plein développement. C'est vrai qu'il y a du boulot, mais là aujourd'hui, depuis au moins 1 ou 2 ans, ils se sont structurés et le job est fait. Pour les entreprises, juste ça. Les entreprises, c'est sûr aussi. Aussi, c'est pareil. Dès que vous avez demain aujourd'hui à déposer un permis de construire, vous devez mettre dans le dossier quel système d'assainissement. Et il y a l'étude de sol qui est un cabinet tout à fait indépendant qui vient, qui va faire des perforations de le sol, qui va faire des tests d'imperméabilité pour voir comment l'eau s'infiltre. Et à partir de là, nous, installateurs, nous devons suivre cette étude de sol à la lettre. Donc là, vous parlez pour les constructions nouvelles. Même pour les particuliers. Pour les particuliers, pour les professionnels aussi. Mais toutes les constructions anciennes. Qu'est-ce qui se passe? Les constructions anciennes, malheureusement, le client réagit quand la fosse a atteint ses limites. Quand depuis quelques années, il y a des rejets d'odeur, quand il voit dans son jardin quelque part où l'herbe pousse plus vert qu'ailleurs, il se dit « Oh, c'est bien alimenté par là ». Et quand il a des remontées dans les toilettes. Et c'est là que nous intervenons, parce qu'à ce moment-là, nous demandons aux clients d'avoir la même procédure, une étude de sol, parce qu'on n'est pas des apprentis sorciers. On ne sait pas si c'est un sol argileux, si c'est un sol effectivement qui a du mal à boire, bref, tout ce que vous voulez techniquement. On demande au particulier de faire une étude de sol et à partir de là, on lui fait un projet d'implantation d'un système adapté en fonction du nombre d'habitants dans la maison, de manière à ce que le traitement se fasse correctement. D'accord. Il y a le syndicat mixte a entrepris depuis quelque temps une identification, notamment dans les zones sensibles de Guadeloupe, c'est les zones où les sols sont plutôt pollués, identifier les systèmes d'assainissement non collectif qui ne seraient pas aux normes. C'est un travail de fourmi, il faut beaucoup de moyens. Le syndicat mixte est en train de se structurer, de s'organiser pour le faire, et ensuite va essayer de mettre en face de ce constat, de ce constat, des moyens pour aider ces gens qui ne seront pas aux normes de se remettre aux normes avec des nouveaux systèmes. D'accord. Il y a du travail qui est fait, alors peut-être pas assez communiqué, mais il y a un travail de fait par le syndicat mixte sur l'existant, sur la situation existante sur l'assainissement non collectif actuellement. On va parler justement des immeubles collectifs anciens, où il y a des problématiques, où il y avait des installations d'assainissement qui étaient mises en place, mais beaucoup ne fonctionnent plus, ne sont pas entretenus. Est-ce que ça dépend de la structure comme les bailleurs, ou bien c'est de la responsabilité d'une autre structure? C'est les bailleurs. Les bailleurs. C'est les bailleurs. Donc, parce qu'ils ont un cahier des charges. Voilà. Et l'entretien aussi. Oui. Mais énormément de grandes cités ont des problématiques de ce type-là. C'est les bailleurs. Est-ce que justement vous êtes contacté par ces bailleurs pour remettre aux normes tout ça? Non, pas pour l'instant, parce qu'on n'est pas forcément sur ce marché-là. C'est parce que c'est un autre métier. Mais par contre, je pense que Procap a une filiale spécialisée dans ce domaine-là. Oui, nous on a dans le groupe Kayali, on a une société qui s'appelle Cotram Assainissement, qui fait l'entretien et l'installation de gros systèmes d'assainissement, de plus de 100 équivalents habitants, 1000 équivalents habitants. Okay. On est spécialisé, et c'est nous qui avons développé sur les Antilles-Guyane et bientôt dans la Caraïbe, le filtre planté de végétaux, qui est un... Ah d'accord, je vois, c'est une... Voilà, vous pouvez rappeler ce que c'est? Alors, j'avais vu une vidéo là-dessus. Sans rentrer dans les détails, on recrée un filtre à travers des matériaux, des gravillons, des graviers, etc. On va planter ensuite des végétaux dessus, et on va emmener directement les eaux usées s'épandre sur ce filtre. Et les végétaux vont contribuer à l'épuration de l'eau. C'est quelque chose de complètement naturel, très écologique, avec très peu de coûts d'entretien, et aussi qui s'inscrit complètement dans l'environnement.
C'est-à-dire qu'on voit que des plantes. C'est une station d'épuration et l'entretien, c'est quasiment pour Vous êtes schématiser. sollicité pour ça? Oui, on en fait. On en fait un bientôt à Marie-Galante. On a fait les Mangles. On en fait. On a plusieurs projets. Sur la Martinique, on a une dizaine de filtres plantés de végétaux. Sur la Guyane aussi. On est précurseur là, dans ce domaine. Et donc, on répond avec ce système sur les grosses installations, dans les grosses installations, pour plus de 1000 équivalents, 500 équivalents. En termes de coût, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les anciens systèmes et celui-là, attendu qu'on est sur une dynamique écologique avec des éléments naturels? Je n'aurai pas les comparaisons de coûts de façon précise. Sommairement, hein, c'est Mais, juste pour qu'on comprenne à peu Ce près. qu'il faut surtout savoir, c'est qu'un coût équivalent de l'installation, il n'y a pas, par contre, photo du tout sur l'exploitation. Sur l'exploitation, qui elle c'est un système, ce qu'on appelle un système très rustique, avec pas beaucoup d'électronique, de mécanique engagée. Et donc, c'est quelque chose qui s'entretient très facilement et qui va durer dans le temps. Comment ça s'appelle? Rappelez-nous le terme. Filtre planté de végétaux. Le filtre. Et Jordan, regarde si tu trouves ça sur YouTube. J'avais vu une vidéo comme ça. Filtre planté de végétaux. Contrairement à des grosses stations d'épuration de 1000 équivalents ou de 2000 équivalents qui demandent énormément d'entretien, dès qu'il y a des pièces qui se cassent, c'est très cher à l'investissement. Et du coup, ça fait un petit parc, en fait. Et puis, au niveau visuel, c'est pas l'image de l'assainissement qu'on pourrait voir aujourd'hui. Vous avez des stations d'épuration avec des grands bacs qui tournent, vous voyez les eaux usées qui tournent dedans. Là, le filtre planté, c'est pas du tout ça. Ah oui, ça fonctionne. On a la réhabilitation de l'hippodrome d'Anse-Bertrand est fait avec un filtre planté de Chine. Monsieur Dumont, vous disiez quelque chose de très intéressant en off, c'est que les gens ont cette vision de la fosse septique qui n'est pas aussi glamour que disons, qu'une piscine. Et c'est vrai qu'on oublie, en fait, le fait qu'on a une fosse septique. Moi, j'avoue que j'oublie que chez moi, j'ai une fosse septique. C'est vrai qu'on est plus attiré par le glamour de la piscine et de prendre soin de ça et de payer pour ça dans l'inconscient. Hein, bien sûr. Que de payer, par exemple, pour vidanger, si on peut le dire comme ça, entretenir la fosse septique. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment, comme on le disait en off, communiquer de façon précise sur ça. Et vous le disiez que vous allez engager une campagne de communication. Oui, parce qu'on s'aperçoit bien, nous, quand on fait les salons, quand on va à la rencontre des gens, qu'il y a un problème d'information sur la fosse septique. Et il est vrai qu'on a déjà vu des cas, et M. Bocas l'a déjà vu, des gens qui font tous leurs projets et qui prennent du temps et mettent de l'argent dans leur piscine, dans leur cuisine. Il y a une vraie valeur ajoutée de la maison dans la piscine ou dans la cuisine. Par contre, ils oublient complètement le système d'assainissement, qui lui, par contre, a un vrai enjeu environnemental et sanitaire pour le pays. Pas que pour la maison, pas que pour la parcelle de la maison, mais pour l'ensemble du pays. Mais cette information, elle n'est pas encore divulguée, les gens ne sont pas bien informés, et c'est aussi notre rôle, mais pas que le nôtre, mais c'est aussi notre rôle à Procap. Vous êtes plusieurs sur le marché? Il y a un deuxième fabricant, mais sinon tous les autres produits viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est des choses qui... Désolé Patrice, est-ce que c'est des choses qui sont compliquées à comprendre? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est expliquer le système de l'assainissement à quelqu'un. Nous, quand on a un particulier qui vient pour un projet, parce qu'on rencontre les gens, ils viennent chez nous, on les accueille, on peut étudier leur projet avec eux. Quand on a un particulier qui vient nous voir pour son projet, en une demi-heure de temps, il a compris l'enjeu et il a compris comment marche un système d'assainissement et pourquoi il faut l'entretenir. Voilà, on met quelques images du filtre planté de végétaux pour que les gens comprennent. La question que je voulais vous poser sur quand on vend des lotissements, un l'open terre qui est séparé dans des visées de mettre un lotissement. Est-ce que ces solutions-là peuvent être appliquées? Oui. Si le terrain a été s'il y a assez de terrain pour le faire, si ça a été prévu en amont, bien sûr. Et pour un particulier? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'agrément. On est en train de travailler là-dessus. Mais pour les grandes constructions, oui.
pour les grosses. Là, on a à l'image un exemple. Voilà, hein. c'est ça. Ça, c'est un filtre planté. Ça, c'est une station d'épuration. Voilà, c'est Vous ça. voyez, et là, c'est une maison individuelle. Hein. Oui, oui, ça existe déjà. pour Donc les il faut besoins qu'on ait Mais- cet agrément. Là, voilà, ça, c'est le filtre planté. C'est ça. Et c'est vraiment autre chose. C'est autre L'agrément, vous l'allez avoir quand? Il faut appeler Ça, qui? c'est On très appelle cher, Jordan, c'est- peut appeler. Hein. C'est quel ministre? directement. Mais vous savez que c'est déjà un concept qui existe déjà en métropole. Hein. D'accord, Ah ben oui. oui. On n'a rien Non, inventé. mais ça, c'est hein. pour la Guadeloupe, c'est parfait, ça. C'est parfait. Vous avez On a un rien beau petit inventé. jardin à Là, côté de vous- chez vous, et c'est... Voilà. Mais on en a déjà quelques-uns sur la Guadeloupe, de 300 équivalents au Mangle, à l'école des Mangles. C'est un filtre planté. Bientôt C'est à excellent, ça. Marie-Galante. C'est ça qu'il Pour nous les faut. écoles. L'hippodrome d'Anse-Bertrand. Les Saintes, on a un Et il y a projet. des plantes publics, ça particulières devrait qui être ça. filtrent ou Oui, c'est... justement. c'est des plantes qui ont cette Il y a des voc- plantes. Il y a une dizaine d'années, on a travaillé sur ce projet avec le ministère de l'Environnement pour justement pouvoir faire des recherches sur les plantes pouvant aller Ah ouais. dans nos Franchement, milieux des plantes tropicaux. tropicales. D'accord. Voilà, super. Mais là, espérons encore. On va appeler les bonnes personnes, t'inquiète. Bon, on va parler des coûts maintenant. Combien ça coûte et comment faire pour... est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'une famille peut trouver des aides? Est-ce qu'une entreprise peut trouver des aides pour ces différents équipements? Oui, on va parler des aides. Jusqu'à maintenant, on avait justement sur ces équipements-là une aide qu'on appelle la défiscalisation. Ouais. C'était effectivement à travers des investisseurs métropolitains qui participaient à l'investissement dans les DOM et qui nous permettaient de ramener le coût de l'investissement entre 25 et 30% moins cher. Depuis le 31 décembre, la Guadeloupe et les îles ont perdu la défiscalisation. Et pour l'instant, on n'a rien pour remplacer ce poste. Et c'est vrai que ça a augmenté le coût de l'investissement brutalement pour des personnes qui, effectivement, vous savez, quand vous construisez, vous êtes sur du long terme dans le projet. Donc, nous avons fait des devis pour des clients il y a un an de ça, qu'ils ont déposé en banque. Et aujourd'hui, on doit leur dire que leur projet va leur coûter entre 25 à 30% plus cher. Et nous sommes en fin de construction parce que nous, l'assainissement, nous venons tout à fait après que tout soit construit. Donc nous sommes sur ce qui reste du projet. Quand on a acheté la piscine, on a acheté la cuisine, on a tout fait. Là, on vient sur l'assainissement. On réduira sur Et- l'achat de la voiture. Alors, on parle sur, Voilà. sur cette question-là. Oui, oui. La Et voiture, la seule solution que nous avons trouvée, quel ordre c'est de prix pour une famille, une maison avec 4 personnes? il faut compter entre 11 et 12 000 euros. Ah, 11. je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Non, il faut compter. Ça, ce sont les prix moyens du marché. Après, il y a des complexités. Et pour un professionnel, ça dépend de quoi? De la surface, de l'activité, du secteur? Ça dépend de quoi? Ça dépend du professionnel. Nous, si vous voulez, tant qu'on ne dépasse pas ce qu'on appelle aujourd'hui les 20 équivalents habitants, D'accord. à partir de là, on passe ce dossier Ok. à notre société fabricant Procap. Il faut compter, ça peut aller entre 30 40 000 euros si c'est un professionnel. C'est comme vous dites, c'est lié Ça à change. son rejet. Est-ce que ça change le fait qu'ils reçoivent du public? Oui, parce Oui, que donc- c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les équivalents habitants. D'accord. Cela ok. veut dire c'est en fonction du nombre de, Voilà, ok, de parfait. personnes qui vont entrer dans la structure qu'on va Ok. déterminer effectivement le volume d'eau à traiter Ok. et l'installation à faire. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà déterminé depuis l'étude de sol par le cabinet qui départ. va faire l'étude de sol. Vous avez pas... Oui. Désolé, Patrice. Je vous en prie. Monsieur Wilkas, avec ce système de filtration que vous avez par exemple chez vous, UV, enfin je n'ai pas très Oui, bien, oui, oui. c'est très technique, mais Pas ce trop. système de filtration, le coût, parce que ça peut être très intéressant pour les Guadeloupéens pour enfin consommer l'eau du Ah oui, robinet oui. en toute sérénité, le coût à peu près c'est combien? Oh, il faut compter à peu près, je veux dire, 2000, 2500 euros. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que mon Pour système... La totalité? Oui, ou pas mon moi? système est particulier. Non, non, pas l'investissement. Mon système est particulier, non. C'est parce que déjà, j'habite quelque part où il y a beaucoup de calcaire. D'accord. C'est mort dans l'eau. Donc, en mettant un adoucisseur qui a une membrane de filtration hyper serrée qui peut arrêter le calcaire, déjà, vous éliminez une très très grande partie du chlordécone. Mais D'accord. vraiment, quand je fais des analyses, j'ai plus du tout de chlordécone sur mon réseau. Parce que la membrane est très très puissante et elle est la vie. Donc, l'adoucisseur fait ses cycles de nettoyage, vous n'avez pas à entretenir tout cela.
Et après, là où j'ai mis un système de lampe ultraviolet, c'est pour combattre tout ce qui est bactéries et moisissures, ce que l'adoucisseur ne peut pas combattre, puisque effectivement, après traitement, dans le réseau, vous pouvez très bien avoir des bactéries. Donc, c'est ça que ça sert. Messieurs, Jean-Claude, monsieur tout le monde ne peut pas mettre ça. Non. Donc, avoir un laboratoire chez lui pour tester lui-même. On va parler de ça tout à l'heure. Je comprends. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, justement, pour ces questions-là, est-ce qu'il y a des aides régionales? Est-ce qu'on n'avait pas... On avait des aides, mais c'est juste pour les particuliers, les micro-entreprises, pour les citernes. Oui, on peut en parler, tu as des éléments? C'est-à-dire que oui, nous avons l'Office de l'eau qui accompagne des professionnels sur des projets quand il faut rentrer en ligne de compte, car ce sont des projets qui sont très coûteux. Par exemple, les hôtels, nous avons fait la clinique Pita, venons de faire l'école de la Jaille, et ils sont très 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 performants dans la manière d'aborder le dossier et dans la manière d'accompagner le client et de nous accompagner nous jusqu'à l'entretien. Après, pour le particulier sur les citernes tampons, à l'époque... Pour monter les dossiers, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. On trouve les dossiers où? Il faut aller à l'espace régional, récupérer le document, ou bien vous leur donnez? Oui, non, l'Office de l'eau, quand c'est comme ça, on oriente le client, donc on fait un devis. Ils viennent sur place constater si le choix de la citerne correspond avec les besoins du client, sinon il redimensionne. Le client dépose ce devis, il faut avoir 2 devis, et puis à partir de là, effectivement, une fois le choix fait, il finance 80% de l'investissement. 80%, mais c'est très intéressant. Oui. Très intéressant. Mais pas pour le particulier. Vous n'avez pas mis en place un système aujourd'hui, vous, à votre niveau, attenant à votre business, qui puisse aider à monter ces dossiers? Oui, de toute façon, dès qu'on a une demande d'un professionnel qui vient vers nous, tout de suite on l'oriente vers l'Office de l'eau, on lui donne la procédure et on travaille déjà. Le tout, c'est qu'on juge d'une bonne réputation, donc effectivement, très rapidement, les clients obtiennent effectivement, je dirais, les fonds nécessaires à faire cet investissement. Après, le particulier, comme je vous dis, l'aide qu'avait le particulier, c'était effectivement la défiscalisation. Mais il y a quand même eu un temps où la région et tout ça ont participé à des campagnes extrêmement importantes pour donner des citernes aux particuliers et les accompagner. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'aide à ce niveau-là. Donc, c'est une aide aussi qui est valable pour les micro-entreprises. Il faut qu'on clarifie ça. Hein. On a dit ça, mais il faut qu'on clarifie. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'aide régionale, soit précis. La défiscalisation, je vous donne la parole. Mais là, c'est l'Office de l'eau qu'il faut contacter. Il y a un dossier à monter pour avoir les citernes, c'est ça? Et pour l'assainissement, c'est possible aussi ou pas? Oui, justement. Je voulais intervenir sur ça. L'Office de l'eau, je voudrais savoir qu'ils ont une enveloppe budgétaire pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement qui ne seraient pas conformes. Très bien. Et là, il faut simplement appeler l'Office de l'eau. Et ils vous expliquent comment ça se passe. On les appellera pour la semaine prochaine. Donc, il faudra qu'on éclaircisse ça. Des revenus, en fonction de tout ça. Mais si on vous coupe, il y a aussi le département qui aide à la mise aux normes, effectivement, du système d'assainissement en fonction de vos revenus. Si vous n'avez pas du tout de revenus, effectivement, le dossier est un peu long, mais nous avons déjà fait plusieurs installations financées à 100% par le département pour la mise aux normes de systèmes d'assainissement. Très bien. Oui. Voilà. Ben, ça, c'est déjà, les choses sont claires, on a bien expliqué. Sachant que cette aide-là, elle est aussi valable pour les micro-entreprises. Très bien. Pas les sociétés qui ont un plus gros volume, mais les micros. On a beaucoup les gîtes qui souffrent beaucoup de cette question de les manques d'eau, des tours d'eau et tout ça. Les gîtes souffrent énormément. Et ils ne peuvent pas se permettre, surtout en haute saison touristique. Donc il faut installer un système. Il faut qu'il y ait un système. Voilà. Oui, ils pourraient par exemple s'adresser à l'Office de l'eau. Et là aussi, où on a dû faire un travail aussi très important sur cette histoire. Par exemple, vous avez Saint-François. Aujourd'hui, à un moment, on ne veut pas mettre pour un particulier un maximum d'une citerne de 2000 litres. Puisque cette eau, quand elle stagne plus de quelques jours, développe une flore bactériologique. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé beaucoup en amont pour pouvoir mettre des citernes qui soient de plus gros volume pour justement les clients, puisque 3 semaines de coupure ne peuvent pas être tenues par une citerne de 2000 litres. Donc le client avait fait un investissement très important, mais se retrouvait toujours sans eau. Donc nous avons dû travailler sur ce système-là pour mettre des citernes avec des volumes plus importants pour leur permettre effectivement de pouvoir bénéficier de l'eau. Et c'est une technologie qui permet que nous brossons l'eau constamment de manière à éviter qu'il y ait un développement bactériologique. Et nous mettons aussi
aussi pour les clients ce qu'on appelle aussi des systèmes de jauge électronique pour qu'ils sachent, parce qu'en fait, ils ne savent pas quand on a coupé l'eau. Donc, ils ne peuvent pas prendre des précautions. Ils sont alimentés par la citerne. Par la citerne. Et donc, si vous voulez, ils continuent leur petit train-train, tout ça, ils ne font pas attention et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans eau. Donc, on a mis des jauges électroniques pour eux. Donc, dans leur salon, ils peuvent savoir quelle quantité d'eau qui leur reste dans leur citerne constamment. Alors, Jean-Claude, moi, je signe avec toi parce que tu as une assurance naturelle, merci. Une manière de très présenter ton pédagogique. travail. Franchement, très pédagogique. Donne le numéro de téléphone. S'il y a des images, Jordan, tu vas compléter. Oui. On arrive à la fin de l'émission. René, à toi aussi de montrer, donner les coordonnées. Pro Service Caraïbes, c'est le 06 90 65 40 42. Et je suis vraiment à votre disposition, pas d'abord pour vous vendre, mais pour vous conseiller. Parce que le conseil avant tout. On n'est pas obligé de vendre à chaque démarche, mais on est là pour conseiller le client et après il choisit. Nous, c'est Procap, rue de la Chapelle. Tout le monde peut venir nous voir. On va expliquer, on va informer, on va budgétiser, on va dimensionner. Et c'est 05 90 38 14 14. Un site internet aussi. Site internet, procap.fr ou kayali.fr pour voir l'ensemble de nos activités, notamment Cotram Assainissement et son filtre planté. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Combien? Merci en tout cas, messieurs, pour cette précision sur notre sujet. On passe à une partie très intéressante de l'émission. Parce que c'était pas intéressant avant. Ah non, j'ai pas dit ça. Avance-toi. Alors, j'ai pas dit ça. Tout aussi intéressant. Merci. Tout aussi intéressant. Voilà, c'est la formulation. On passe sur la partie un jeune parcours. Donc, j'ai la chance vraiment de travailler avec Héloïde Dacalor depuis un petit moment déjà, qui est un jeune entrepreneur qui, de toute manière, va nous le dire, évolue dans le milieu artistique. Ce qui est intéressant avec Héloïde, c'est qu'il a plusieurs cordes à son arc et on va le voir ensemble, mais j'aimerais déjà que tu te présentes. Héloïde, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Corian, donc moi je m'appelle Héloïde Dacalor, je suis artiste et infographiste. C'est des artistes qui parlent doucement ou pas? Ouais. Certainement. C'est ça. Ils expriment leur communication sur le tableau, sur le visuel. D'accord. Ma première question pour toi, ce serait de savoir depuis quand parce qu'on en a longuement discuté en off, depuis quand tu te sens entrepreneur? Je dirais à l'âge de 17 ans. En fait, j'ai toujours souhaité être un artiste. Depuis que j'ai été tout petit, j'ai toujours senti un peu cette sensibilité par rapport à l'art et à la créativité. Augmente le volume. Et faut parler un peu plus fort. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu créer et être un artiste à succès. Et j'ai toujours continué à peindre et à travailler mes techniques. Et à partir de l'âge de 17 ans, je commençais à prendre un peu plus conscience en fait, du fait de vivre de son art. Parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes dans mon entourage par rapport au fait de vivre en fait, de ça. Donc c'était quelque chose sur lequel j'étais très concentré. Mais le fait de pouvoir vivre en fait, du métier d'artiste était une question qui revenait souvent, auquel je n'avais pas forcément de réponse. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et au fait de pouvoir commercialiser son art. D'accord. Et au fur et à mesure, j'ai étudié un peu dans la communication visuelle, dans les arts plastiques. Et le graphisme, l'infographie m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé que c'était très connecté en fait à mon domaine artistique et que c'était un moyen de pouvoir communiquer au monde, communiquer aux autres mes créations. Et qu'en tant qu'artiste, c'est important, en fait, de pouvoir réussir à atteindre du public. Parce qu'on voit souvent le côté artistique, mais on oublie souvent que les artistes, les chanteurs, les peintres qui sont à leur compte sont avant tout des artistes, mais aussi des entrepreneurs. Et j'aimerais juste savoir, parmi les entrepreneurs que je vais te citer, qui t'inspire le plus? Alors t'inquiète pas, il regarde absolument tous Culture Business, donc ça va être un peu compliqué pour toi. Entre Jenny Paulin, qu'on connaît, qui rayonne dans le domaine artistique, de la danse, mais qui est entrepreneuse. Entre Nathanaël Philibert, qui lui aussi de base est un peintre et qui a une structure de communication. Anne-Gaëlle Lubino, du Café Papier. Et Fabienne Youyut, qui elle aussi, entre guillemets, c'est une passionnée qui est également entrepreneuse. Et Patrice Jean. Et Patrice Jean, France Aimé, tout le monde. Fais attention à la réponse que tu as donnée. Qui t'inspire le plus? Je dirais Jenny Paulin. Pourquoi?
Jenny Paulin, parce qu'en fait, elle m'avait déjà captivé très tôt. J'avais étudié Jenny Paulin au sujet du bac en option créole. Et par rapport à son influence et son intention en fait d'exporter le cas à l'international avec la danse. Et j'avais trouvé ça très fort. J'aime plusieurs domaines artistiques, plusieurs disciplines artistiques, et j'avais trouvé ça très touchant. Et je pense qu'en tant qu'artiste, pouvoir être l'étendard de la Guadeloupe et apporter notre culture à l'international, c'est quelque chose qu'on rêve tous, et c'est quelque chose qui m'a touché, je dirais Jenny Paulin. En tant que jeune entrepreneur, et je précise bien le mot jeune parce que c'est vrai que par exemple, on a autour de nous des entrepreneurs qui sont plus expérimentés que nous, qui ont déjà peut-être dépassé le doute et le manque de confiance, enfin j'en suis même sûr. Qu'est-ce qui te freine le plus entre le sentiment d'imposture, en fait le sentiment de l'imposteur, le syndrome du moins de l'imposteur, entre la peur de l'échec, la procrastination ou le doute? Qu'est-ce qui te freine le plus? Je dirais pas la peur de l'échec, mais la peur de mal faire les choses. Et pourquoi? Je pense que j'ai un côté un peu perfectionniste. Et j'aime pas avoir l'impression de ne pas arriver au bout de mon idée, ou d'avoir poussé en fait mon idée au maximum. Et pour moi, c'est important de pouvoir faire les choses bien. Et je dirais que des fois, ça bloque un peu. Ok, bon, on est bien d'accord que c'est un système de croyance qu'il faut un peu, au final, voilà, abandonner, parce qu'au final, c'est un blocage et pas un accélérateur. Comment te sens-tu quand tu dessines, quand tu fais ton art? Est-ce que c'est un exutoire pour toi? Oui, c'est un moyen, c'est une thérapie, en quelque sorte. Il y a quelques fois où je peux peindre, je peux dessiner pour faire du joli, pour faire de la représentation ou du dessin analytique. Mais j'utilise aussi la peinture et le dessin comme moyen d'exprimer mes émotions et de me retrouver un peu face à moi-même et voir un peu comment je peux gérer les choses au quotidien. Héloïde, où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je souhaite ouvrir mon musée en Guadeloupe. Waouh! Un musée. Voilà. D'accord. Avec quelle orientation? On voit l'image. J'aurais aimé exposer c'est ça. Toutes mes œuvres, toutes mes créations et permettre à d'autres artistes aussi d'avoir de la visibilité dans ma structure. Parce que Héloïde, il faut savoir que du coup, tu vends en fait tes œuvres sur un site internet. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce site internet rapidement. Donc, je vends mes œuvres sur mon site internet heloïde.com. Donc, je vends des posters, des coques de téléphone aussi qui sont imprimés avec mes œuvres et mes illustrations. Et juste à la caméra. On va faire quelque chose pour Culture Business. Mais oui, c'est ça. Oui, il y a c'est ça que j'ai moyen. pensé quand j'étais sous. J'étais là, j'ai pensé à ça tout de suite. Pour cap sur les téléphones, ça va marcher. C'est possible. Comment on peut te suivre et comment on peut te joindre, Héloïde? Sur les réseaux sociaux, donc je suis actif sur Instagram, Twitter, TikTok et Facebook via Héloïde, H-E-2-L-O-2-I-D. Donc c'est mon nom d'artiste. Vous pouvez trouver toutes mes informations. Je suis disponible si vous voulez m'envoyer des messages, me contacter. Très bien. Oui, monsieur Dumont. 30 secondes. J'aurais une proposition à lui faire, c'est de venir à Procap lors d'un salon, etc. et de venir graffer et de venir travailler sur les citernes. On l'a déjà fait avec d'autres artistes et c'est des choses qu'on fait pour mettre en lumière le travail de jeunes artistes guadeloupéens. Ah, c'est Nous, à super. Procap, on le fait souvent. Voilà pourquoi Culture Business est aussi magique, parce qu'en fait, c'est des opportunités on met en relation. Je te remercie infiniment, Héloïde, et je passe le micro à Patrice. Très bien. Merci, Corian. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Longue route. Je vois que tu as de l'ambition. Donc, ça, c'est bien, on aime ça. Alors, messieurs, encore merci. Vraiment, Merci à vous. la qualité de votre travail, votre professionnalisme et le côté pédagogique, c'est très important. Français B, bon appétit à vous tous. Bon appétit à tout le monde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On salue le reste de l'équipe aussi, de Culture Business. Bonjour à Brigitte, à Magali et à Sandrine. Et on salue Mr. Jordan. Allez, salut.